Ma mère m'a envoyé un SMS humiliant, ne reviens jamais. C'est fini. J'ai répondu un seul mot, reçu. À minuit, mon téléphone a explosé d'appels et de menaces. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que mon silence n'était pas une capitulation. C'était le calme avant la tempête qui allait dévaster leur petit monde de mensonges. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de votre propre famille, restez avec moi. Ce qui va suivre est pour vous. Avant de plonger dans les détails de cette nuit qui a changé ma vie, j'aimerais savoir qui est avec moi en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'adore imaginer que nous sommes connectés à travers le monde, unis par ces expériences de vie qui nous forgent. Mon nom est Soline, j'ai 38 ans, et je suis restauratrice de livres anciens à Strasbourg. Mon métier consiste à sauver ce qui peut l'être, à redonner vie à des pages rongées par le temps, l'humidité et l'oubli. C'est un travail de patience, de silence absolu et de précision chirurgicale. Dans mon atelier, l'odeur de la colle d'amidon, du cuir de Russie et du vieux papier est mon refuge. C'est un sanctuaire où le chaos du monde extérieur n'a pas sa place, un endroit où je peux contrôler le temps et réparer les erreurs du passé. Il était 21h ce mardi soir-là, une soirée d'octobre typiquement alsacienne, pluvieuse et froide. La pluie battait avec insistance contre les grandes vitres de mon atelier situé dans le quartier historique de la Petite France. J'étais penché sur un incunable du XVe siècle, une loupe vissée sur l'œil, une spatule en os dans la main, tentant de consolider une reliure en bois extrêmement fragile. Le calme était total, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge comptoise au mur et le sifflement du vent dans les ruelles pavées. Je me sentais bien, protégé, loin de tout. Puis, soudainement, mon téléphone a vibré violemment sur l'établi en bois massif, brisant ma concentration et manquant de me faire déraper sur la page précieuse. L'écran s'est allumé dans la pénombre, affichant un nom qui, autrefois, évoquait la sécurité, mais qui aujourd'hui ne provoquait qu'une anxiété sourde, maman. Je n'ai pas décroché tout de suite. Une boule s'est formée instantanément dans mon estomac, une contraction douloureuse, ce réflexe pavlovien que je traînais depuis l'enfance chaque fois que ma famille me contactait. Généralement, c'était pour demander de l'argent. Ou pour se plaindre d'une maladie imaginaire. Ou pour me reprocher mon absence. J'ai essuyé mes mains tachées d'encre et de poussière sur mon tablier de coton et j'ai pris l'appareil. Je m'attendais à une demande habituelle, peut-être une facture impayée qu'ils avaient oublié de régler ou une plainte sur sa santé défaillante. Mais les mots qui s'affichaient dans la bulle de texte étaient d'une violence inouïe, une attaque directe et venimeuse, même pour elle. Tu es une honte. Je suis mortifiée d'avoir mis au monde une fille aussi égoïste, froide et sans cœur que toi. Élodie est en train de pleurer toutes les larmes de son corps dans la chambre à côté parce qu'elle ne peut pas payer l'école privée du petit Léo, et toi, tu restes assise sur ton argent, à caresser tes vieux bouquins poussiéreux comme une vieille fille aigrie. Tu vas finir seule, Soline. Tu vas mourir vieille et seule dans ton atelier et personne ne viendra à ton enterrement parce que tu n'aimes personne à part toi-même. Ne m'appelle plus. Ne reviens plus à la maison. Pour moi, tu n'existes plus. C'est fini. J'ai relu le message 2 fois. 3 fois. Les mots « égoïste »,« sans cœur »,« mourir seul » dansaient devant mes yeux, flous et tranchants. Je n'ai pas pleuré. Étrangement, je n'ai ressenti aucune tristesse immédiate. Juste un froid glacial qui s'est emparé de ma poitrine, comme si on venait d'ouvrir une fenêtre en plein hiver. C'était donc ça ? Après 15 ans à payer leurs dettes, à financer leurs vacances, à réparer leurs erreurs, à être le pilier invisible de cette famille, je n'étais qu'une honte, parce que j'avais refusé, pour la première fois de ma vie, de céder à un caprice financier de ma sœur ? J'ai levé les yeux et regardé autour de moi. Mes livres empilés, mes outils alignés, mon chat Gaspard qui dormait paisiblement sur le fauteuil en velours. C'était ma vie. Une vie que j'avais bâtie seule, brique par brique, sans leur aide, et même souvent malgré eux. Ils pensaient que ce message allait me briser. Ils pensaient que la peur panique de l'abandon, cette vieille peur enfantine qu'ils avaient cultivée en moi, allait me faire sauter dans ma voiture pour rouler sous la pluie jusqu'à Colmar, carnet de chèques à la main, pour implorer leur pardon à genoux. Ils se trompaient lourdement. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas mon cœur. C'était le lien de servitude.
J'ai posé mes doigts sur le clavier virtuel. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai tapé 4 lettres, simples, définitives. Reçu. Envoyé. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai pris une grande inspiration, humant l'odeur rassurante du vieux papier et de la cire. Ils voulaient que ce soit fini? Alors ce serait fini. Mais pas selon leurs règles. Selon les miennes. Je ne savais pas encore que ce simple mot, reçu, allait déclencher une série d'événements catastrophiques pour eux. Je ne savais pas que j'étais sur le point de devenir leur pire cauchemar, non par vengeance, mais par justice. Pour comprendre pourquoi ce message a été le point de non-retour, il faut remonter le temps. Il faut que vous compreniez la dynamique toxique et subtile dans laquelle j'ai grandi, là-bas, à Colmar, au milieu des vignobles dorés et des maisons à colombages qui semblent sortir d'un conte de fées, mais qui abritent parfois des sorcières et des secrets inavouables. J'ai grandi dans l'ombre écrasante d'Élodie. Ma sœur, de 4 ans ma cadette. Dès sa naissance, Élodie a été le soleil de mes parents, Gustave et René. Elle était blonde comme les blés, bouclée, souriante, extravertie, une véritable poupée vivante. Moi, j'étais brune, sérieuse, introvertie, myope, toujours le nez fourré dans un livre pour échapper aux cris et aux tensions. J'étais l'intello, l'ennuyeuse, celle qui ne savait pas raconter une blague. Mon père, Gustave, un homme autoritaire qui aimait paraître plus riche et plus important qu'il ne l'était vraiment, disait souvent lors des repas de famille dominicaux, la bouche pleine de choucroute, « Élodie, elle ira loin, elle a du charme, elle sait parler aux gens, elle a ça dans le sang. » Soline, Soline fera une bonne secrétaire ou une bibliothécaire, si elle apprend à sourire un peu plus. À 18 ans, j'ai été acceptée dans une prestigieuse école d'art et de restauration de patrimoine à Paris. C'était mon rêve absolu. J'étais folle de joie, le cœur battant à tout rompre. J'ai couru annoncer la nouvelle à mes parents dans le salon, brandissant la lettre d'admission comme un trophée. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal local. Il a tiré une bouffée de sa cigarette et a lâché. « L'art ? C'est pas un métier, ça, Soline. C'est un passe-temps pour les bourgeois. On n'a pas d'argent à gaspiller pour des études qui mènent au chômage. Si tu veux y aller, tu te débrouilles. On ne te donnera rien. » J'ai dû travailler les nuits et les week-ends dans une boulangerie industrielle, me levant à 3 heures du matin pour pétrir la pâte et porter des sacs de farine plus lourds que moi, avant d'aller en cours, les yeux cernés de fatigue. J'ai vécu dans une chambre de bonne de 9 mètres carrés sous les toits, sans chauffage correct, mangeant des pâtes au beurre pendant 5 ans. Ils ne m'ont jamais envoyé un centime. Pas même un colis de nourriture pour Noël. Pas même une carte d'encouragement. 4 ans plus tard, Élodie a eu 18 ans. Elle a décidé, sur un coup de tête, qu'elle voulait devenir styliste et lancer sa propre marque de vêtements. Elle n'avait jamais dessiné une robe de sa vie, ne savait pas coudre un bouton, mais elle aimait la mode, les paillettes et l'attention. C'est merveilleux. Une artiste dans la famille, s'est exclamée ma mère, les yeux brillants d'admiration. Pour son anniversaire, mes parents ont fait l'impensable, ils ont hypothéqué une partie de leur terrain constructible pour lui donner 30 000 € en liquide. C'est pour lancer ta marque, ma chérie. Tu vas être la nouvelle Coco Chanel. On croit en toi, disait mon père avec une fierté que je n'avais jamais vue pour moi. J'étais là, témoin silencieux de cette injustice flagrante, assise au bout de la table comme une étrangère. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement pour payer mes droits d'inscription, et elle recevait un capital énorme sur un plateau d'argent pour un caprice d'adolescente. Pourquoi, ai-je osé demander ce jour-là, la voix tremblante. Pourquoi pour elle et pas pour moi? J'ai dû tout faire toute seule. Ma mère m'a foudroyé du regard, posant sa main protectrice sur le bras d'Élodie. Ne sois pas jalouse, Soline. C'est laid, la jalousie, ça te rend encore plus fermée. Ta sœur a besoin d'un coup de pouce, elle est plus fragile, plus sensible que toi. Toi, tu es une débrouillarde, tu es dure, tu n'as besoin de personne. Tu t'en es sortie, non? C'était leur excuse éternelle, leur mantra. J'étais forte, donc je ne méritais aucune aide, aucune compassion. Élodie était fragile, donc elle méritait tout, sans condition. J'ai avalé ma colère, une boule amère dans la gorge. J'ai cru, naïvement, bêtement, qu'en réussissant par mes propres moyens,
qu'en devenant excellente dans mon domaine, je finirais par gagner leur respect. J'ai obtenu mon diplôme avec les félicitations du jury. J'ai ouvert mon atelier à Strasbourg. J'ai commencé à me faire un nom respecté. Les conservateurs de musées m'appelaient pour des pièces inestimables. Pendant ce temps, la fameuse « marque » d'Élodie consistait à acheter des vêtements bon marché en Chine, à recoudre une étiquette grossière à son nom et à les vendre 3 fois le prix à ses amis naïfs. Elle dépensait le capital de mes parents en soirées VIP, en voyage à Ibiza et en sac à main de luxe dont elle postait les photos sur les réseaux sociaux. Je voyais le désastre arriver, inévitable, comme un train lancé à pleine vitesse. Mais mes parents étaient aveugles, volontairement aveugles. Pour eux, Élodie était une star incomprise. Et moi? J'étais juste Soline, la fille qui sentait la poussière et la colle. 2 ans après le lancement de la fameuse « marque » d'Élodie, la réalité a frappé de plein fouet. Le fisc s'en est mêlé, les fournisseurs impayés menaçaient de procès. La boutique en ligne d'Élodie a fait faillite du jour au lendemain. Elle avait tout flambé. Les 30 000 € de départ, plus des crédits à la consommation qu'elle avait cachés sous le tapis. Un dimanche matin brumeux, mon père m'a appelé. Sa voix tremblait, ce qui m'a glacé le sang. « Soline, il faut que tu viennes tout de suite. C'est grave. On a un problème. » J'ai cru que quelqu'un était mort ou gravement malade. J'ai fait le trajet Strasbourg-Colmar en 45 minutes, dépassant les limitations de vitesse, le cœur battant à tout rompre. Quand je suis arrivée dans la maison familiale, l'ambiance était funèbre. Élodie était affalée sur le canapé en cuir, pleurant de façon théâtrale, un mouchoir en dentelle à la main. Ma mère lui massait les pieds. Mon père faisait les 100 pas, fumant cigarette sur cigarette. « Des huissiers vont venir saisir ses meubles et peut-être sa voiture », a dit mon père sans préambule, sans même me dire bonjour. Elle a 20 000 € de dettes immédiates. Si elle ne paye pas avant la fin de la semaine, elle risque des poursuites judiciaires pour escroquerie et banqueroute. J'ai regardé ma sœur. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste reniflé bruyamment. « Je ne peux pas aller en prison, Soline. Je suis trop belle pour la prison. Et ma réputation? Qu'est-ce que mes followers vont dire ?» J'ai failli rire nerveusement devant tant d'absurdités. « Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. « Tu as de l'argent, toi ?» a dit ma mère comme si c'était une évidence, se levant pour me faire face. « Ton affaire marche bien, on le sait. Tu pourrais faire un prêt. » Un prêt? J'étais abasourdie. « Maman, je viens juste d'acheter mon matériel, mes presses, mes outils. Je n'ai pas 20 000 € qui dorment sur un compte. Tu peux emprunter à la banque, tu as un bon dossier », a insisté mon père, le visage dur, s'approchant de moi pour m'intimider. « C'est ta sœur. C'est la famille. On ne laisse pas tomber la famille. On te remboursera. Je te promets. Sur l'honneur. Dès que la vente des vins de cette année sera faite, on te remboursera intégralement. » J'ai regardé leur visage. Ils étaient désespérés, oui, mais aussi manipulateurs. Et malgré tout, malgré la jalousie, malgré l'injustice, une partie de moi, cette petite fille qui voulait être aimée, voulait encore être la sauveuse. Je voulais qu'ils me regardent avec gratitude. Je voulais qu'ils voient enfin que la fille, ennuyeuse, était celle qui sauvait l'honneur de la famille Gustave. J'ai contracté ce prêt. À mon nom personnel. 20 000 € sur 5 ans. J'ai payé les dettes d'Élodie, évitant la saisie et le scandale. Est-ce qu'ils m'ont remercié? Élodie a marmonné un « merci » du bout des lèvres avant de retourner sur son téléphone pour poster un selfie. Mes parents ont soupiré de soulagement et ont dit « heureusement qu'on est là pour s'entraider. » C'est normal. Ils n'ont jamais remboursé un centime. Pas un seul euro. Quand la saison des vins est arrivée, mon père a dit que la récolte avait été mauvaise à cause de la grêle. L'année suivante, c'était la chaudière qu'il fallait changer. L'année d'après, c'était la voiture qui avait lâché. J'ai payé mon prêt, seul, chaque mois, pendant 5 ans. C'était 400 € par mois qui sortaient de ma poche, fruit de mon labeur. 400 € qui auraient pu servir à mes projets, à mes vacances, à ma vie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une habitude pernicieuse s'est installée.
Comme je vivais seule et que je n'avais pas de charge de famille, comprendre, pas de mari ni d'enfant pour valider mon existence, ils ont décrété que je devais contribuer à l'entretien de la maison familiale. C'est ton héritage aussi, après tout, disait ma mère avec un sourire doucereux. J'ai mis en place un virement permanent de 800 € par mois. Officiellement, c'était pour aider mes parents à la retraite. Officieusement, je savais très bien où allait cet argent. Je voyais Élodie sur Instagram avec des nouveaux sacs de marque, des week-ends spa avec ses copines. Elle vivait toujours chez mes parents, ne payait aucun loyer, ne travaillait pas, et vivait comme une princesse grâce à l'argent que je gagnais en respirant de la poussière et des solvants toxiques. J'étais devenue leur vache à lait. Et le pire, c'est que je laissais faire. Je m'arrête un instant ici. Je veux vous poser une question sincère, et je vous demande d'y répondre honnêtement. Si vous étiez à ma place, avec une sœur qui flambe votre argent et des parents qui trouvent ça normal, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous coupé les ponts plus tôt? Ou auriez-vous continué par devoir familial, comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de lire vos avis pour comprendre si j'ai été trop aveugle. Il y a 3 mois, la situation a encore empiré, atteignant un sommet de toxicité. Élodie, qui s'était mariée entre-temps avec Cédric, un type gentil, travailleur et honnête, a débarqué chez mes parents avec ses valises Louis Vuitton et son fils de 5 ans, Léo. Je divorce, a-t-elle annoncé en pleurant dans le vestibule. Cédric est un monstre. Il est radin, il me surveille, il m'empêche de vivre, il est psychologiquement violent. Mes parents l'ont accueilli comme une martyre, une sainte blessée. Ils lui ont donné ma vieille chambre, qu'ils avaient transformée en dressing pour elle depuis longtemps, et se sont mis à la servir comme une reine. Quelques semaines plus tard, c'était l'anniversaire de mon père. 68 ans. J'avais fait l'effort surhumain de venir, apportant une édition rare d'un livre sur l'histoire de l'Alsace datant du XVIIIe siècle, un cadeau qui m'avait coûté cher et demandé des mois de recherche chez des antiquaires. Élodie, elle, n'avait rien acheté. Elle s'est levée au milieu du repas, un verre de crément d'Alsace à la main, ses bracelets tintants à son poignet, et a fait un discours. Papa, je n'ai pas de cadeau matériel parce que Cédric a gelé tous nos comptes, ce salaud. Il veut m'affamer. Mais je te promets que je vais me battre pour récupérer ce qui m'appartient et te rendre fier. Je vais demander la garde exclusive de Léo. Mais, pour ça, j'ai besoin d'un requin. J'ai besoin d'un bon avocat. Elle a fait une pause théâtrale, ses yeux mouillés se tournant lentement vers moi. Toute la table et oncle, tante, cousin s'est tourné vers moi dans un même mouvement, comme si c'était répété. Soline, a-t-elle continué d'une voix tremblante mais calculée. Je sais que tu as beaucoup d'argent de côté. Tout le monde le sait. Tu n'as personne à charge, pas d'enfant, pas de frais. C'est pour ton neveu. Il faut que tu m'aides à payer l'avocat. C'est 10 000 € pour commencer la procédure. J'ai senti le sang affluer à mon visage, mes oreilles bourdonner. Elle me demandait 10 000 €, devant tout le monde, pour me piéger. Si je refusais, j'étais la méchante tante riche et avare qui abandonnait son neveu innocent. Élodie, ai-je dit calmement, essayant de contrôler ma voix qui menaçait de se briser. On ne parle pas d'argent à table, c'est indécent. Étage 10 000 €, c'est une somme énorme. Pourquoi Cédric gèlerait-il les comptes sans raison valable? C'est un homme raisonnable. Mon père a tapé du poing sur la table, faisant sursauter les verres en cristal. Soline. Comment oses-tu douter de ta sœur en ce moment critique? Elle est en détresse. Tu préfères garder ton argent pour tes vieux livres moisis et tes chats plutôt que d'aider ta propre chair et ton propre sang? C'est honteux. Ma mère a renchéri, un sourire triste et condescendant aux lèvres, posant sa main sur la mienne comme pour me consoler d'être moi-même. Tu sais, Soline, on sait bien que tu es jalouse parce qu'Élodie a réussi à avoir une famille et un enfant magnifique, alors que toi, bon, tu es seule. Mais ne punis pas le petit Léo pour tes propres frustrations de femme stérile. Un silence de mort est tombé sur la salle à manger. On entendait les mouches voler. Jalousie? Frustration? Femme stérile? J'ai regardé ma mère. Elle venait de m'humilier publiquement, réduisant ma vie, ma carrière, mon indépendance, à un échec biologique parce que je n'avais pas d'enfant. Elle utilisait mes choix de vie comme une arme pour me forcer à payer.
Je ne suis pas jalouse, maman, ai-je dit froidement, me levant de ma chaise. Je suis juste prudente. Et je ne suis pas un distributeur automatique. J'ai pris mon sac et je suis partie avant le dessert, sous les regards réprobateurs de la famille. Personne ne m'a retenue. En sortant, j'ai entendu Élodie dire d'une voix forte pour que je l'entende bien, « Vous voyez ? Elle est sans cœur. Elle aime plus son argent que nous. » Je suis rentrée à Strasbourg en pleurant de rage dans ma voiture, frappant le volant. C'était la première fissure sérieuse, irréparable. Mais je ne savais pas encore que le pire restait à venir. Je ne savais pas qu'Élodie mentait sur toute la ligne et que mes parents étaient complices de ses mensonges. 2 jours après ce dîner désastreux, alors que je tentais de me replonger dans mon travail pour oublier, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. C'était Cédric, le mari d'Élodie. Sa voix était éteinte, brisée. « Soline, c'est Cédric. Il faut qu'on se voie. S'il te plaît. C'est urgent. Ne crois pas ce qu'elle raconte. Je t'en supplie. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret près de la cathédrale de Strasbourg, loin des regards indiscrets. Cédric avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Il était amaigri, mal rasé, les yeux cernés de noir. Il a posé un dossier épais et lourd sur la table en marbre. « Regarde ça », a-t-il dit simplement. C'étaient des relevés bancaires. Des pages et des pages de transactions. J'ai commencé à lire, et j'ai eu le vertige. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Élodie n'était pas la victime d'un mari radin. C'était elle qui avait méthodiquement vidé leur compte commun et même le compte épargne de leur entreprise. Il y avait des dépenses hallucinantes, des nuits dans des hôtels de luxe à Paris, des bijoux Cartier, des vêtements de créateurs, des restaurants étoilés, et des virements réguliers, mensuels, vers un compte au nom d'un certain Julien B. Qui est Julien B ? Ai-je demandé, sentant la nausée monter. Son amant, a soufflé Cédric, retenant ses larmes. Elle m'a trompé pendant 2 ans. Elle finançait son train de vie de jet-setteuse et celui de son mec avec notre argent, l'argent de mon travail. C'est pour ça que j'ai bloqué les comptes, Soline. Elle allait nous mettre à la rue, littéralement. Elle a même pris l'argent qu'on avait mis de côté sur un livret A pour les études futures de Léo. Elle a volé son propre fils. J'étais sous le choc. Ma sœur n'était pas seulement irresponsable, elle était prédatrice. Mais ce que Cédric a dit ensuite m'a achevé, comme un coup de poignard dans le dos. Tes parents le savent. J'ai relevé la tête brusquement, manquant de renverser mon café. Quoi ? C'est impossible. Si. J'ai appelé ton père quand j'ai découvert tout ça, il y a un mois. Je lui ai tout dit. Je lui ai envoyé les preuves, les photos, tout. Tu sais ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit que c'était de ma faute si elle allait voir ailleurs, que je ne savais pas la rendre heureuse, que j'étais un mari ennuyeux. Il l'aide à cacher la vérité pour sauver les apparences vis-à-vis de la famille et des voisins. Ils savent qu'elle ment, ils savent qu'elle a volé l'argent de son fils, mais ils la protègent. Et ils t'utilisent, toi, pour payer ses frais d'avocat parce qu'ils savent que moi, je ne donnerai plus un centime et que je vais gagner au tribunal. Ils veulent te faire payer sa défense pour détruire ma vie. J'ai senti une nausée violente. Mes parents savaient. Ils savaient qu'elle était adultère, voleuse et manipulatrice. Et pourtant, au dîner d'anniversaire, ils m'avaient traité de jalouse et d'égoïste, ils avaient insulté ma vie personnelle pour protéger ces mensonges sordides. Ils étaient complices. Ils avaient choisi leur camp, celui du mensonge, tant que c'était leur « princesse » qui mentait. Merci Cédric, ai-je dit en serrant le dossier contre moi comme un bouclier. Tu n'imagines pas à quel point tu viens de m'ouvrir les yeux. Tu m'as donné l'arme dont j'avais besoin. Je suis rentrée chez moi avec une certitude froide et métallique, c'était fini. Je n'allais plus être leur marionnette. Mais ils avaient prévu un dernier coup bas, un coup qui visait à me dépouiller de tout ce qui me rattachait encore à cette famille. La semaine suivante, le destin, ou peut-être une justice divine, m'a donné un autre coup de pouce inattendu. Dans mon métier de restauratrice, je travaille souvent avec des notaires pour restaurer des actes anciens et des testaments historiques. J'ai une bonne amie, Claire, qui travaille comme clerc principal dans l'étude notariale que ma famille utilise depuis des générations à Colmar. Claire m'a appelé un matin, la voix basse et gênée.
Soline, je ne devrais pas te dire ça, c'est une faute professionnelle grave, je risque ma place, mais tu es mon amie depuis le lycée et je trouve ça dégueulasse. Tes parents sont passés à l'étude ce matin avec Élodie. Ah bon? Pourquoi faire, ai-je demandé, le cœur serré. Ils préparent une donation entre vifs. Ils veulent transférer la nue propriété de la maison de famille, la grande maison à colombage de la rue des Vignes, intégralement à Élodie. Maintenant. Pas à leur mort. Tout de suite. Mon cœur a raté un battement. Cette maison valait une petite fortune, mais surtout, elle était dans la famille depuis le 19e siècle. J'y avais grandi. J'avais passé des étés à poncer les poutres avec mon grand-père, j'avais planté le rosier grimpant qui ornait la façade. Et ce n'est pas tout, a continué Claire, hésitante. Pour éviter les droits de succession et pour que ça passe légalement sans que tu puisses contester plus tard pour atteinte à la réserve héréditaire, ils veulent te faire signer une renonciation anticipée à l'action en réduction. Ils vont te convoquer et te dire que c'est pour des raisons fiscales, ou pour protéger le patrimoine familial, mais la vérité, c'est qu'ils veulent te déshériter totalement au profit de ta sœur. Ils ont dit au notaire, je cite, « Soline n'en a pas besoin, elle gagne bien sa vie, et elle n'a pas de descendance. Ça serait du gâchis de lui donner des murs qui finiront vendus à des étrangers. » Du gâchis. Ma vie était du gâchis à leurs yeux. Parce que je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de droit au sol, pas de droit à l'histoire, pas de droit à la mémoire. J'ai raccroché, tremblante de rage. Ce n'était pas pour l'argent ou les pierres. Je gagnais bien ma vie, j'avais mon propre appartement. C'était le symbole. Il m'effaçait de l'histoire familiale. J'étais devenue une étrangère, une pièce rapportée, juste bonne à payer les factures en attendant d'être rayée de la carte. J'ai pris ma voiture et j'ai foncé à Colmar. Je n'ai pas prévenu. Je voulais voir leur visage. Je voulais voir s'ils auraient le courage de me le dire en face. Le trajet a été flou, ma vision troublée par les larmes de colère. Quand je suis arrivée, ils étaient au salon avec Élodie. Ils buvaient du thé dans la porcelaine des dimanches, riant comme une famille parfaite dans une publicité. Quand ils m'ont vue entrer, pâle comme un linge et furieuse, les rires se sont tus instantanément. « Tiens, Soline, a dit ma mère, mal à l'aise, posant sa tasse. On ne t'attendait pas. Je sais, ai-je répondu d'une voix qui ne m'appartenait plus. Vous étiez trop occupée à me déshériter pour m'inviter à prendre le thé. Élodie a souri, un petit sourire en coin, victorieux. Oh, tu es au courant? Tant mieux. Ça nous évite de t'expliquer longuement. Écoute, Soline, sois réaliste pour une fois. Tu vis seule. Cette maison est trop grande pour toi. C'est une maison de famille. Moi, j'ai Léo. Il a besoin d'espace, d'un jardin. C'est logique que la maison me revienne. C'est pour la continuité du nom. Mon père s'est levé, bombant le torse, essayant de reprendre le contrôle. C'est ma décision, Soline. C'est mon bien. Je le donne à qui je veux. Élodie est l'avenir de cette famille. Toi tu as choisi une autre voie. Tu as choisi ta carrière. Une autre voie, ai-je crié, ne pouvant plus me contenir. La voie de l'honnêteté? La voie du travail? C'est ça qui vous dérange? Que je ne sois pas une parasite comme elle? Que je ne vole pas mon mari? Que je ne mente pas? C'est là que la discussion a dérapé. C'est là que les masques sont tombés définitivement et que la haine pure a jailli. Les mots ont fusé comme des balles dans ce salon bourgeois aux tapisseries fanées. Ne parle pas de ta sœur comme ça, a hurlé ma mère, se levant d'un bond. Elle traverse une épreuve terrible. Elle est seule avec un enfant. Une épreuve? J'ai ri, un rire sans joie, un rire qui faisait mal à la gorge. Tu parles de son divorce? Je sais tout, maman. Je sais qu'elle a vidé les comptes. Je sais pour Julien. Je sais que vous mentez pour elle. Arrêtez de jouer la comédie. Le visage d'Élodie s'est décomposé, passant de la suffisance à la peur. Ma mère a blêmi. Mais au lieu d'avoir honte, au lieu de baisser les yeux, elle a contre-attaqué avec une violence psychologique que je n'avais jamais vue. Elle voulait me détruire pour protéger son illusion. Et alors, a craché ma mère, le visage tordu par la méchanceté. Au moins, elle vit.
Elle a des passions. Elle a su se faire aimer d'un homme, même si ça n'a pas marché. Elle m'a donné un petit-fils. Toi, qu'est-ce que tu as? Tes livres? Ton chat? Tu es sèche, Soline. Tu es sèche comme un vieux parchemin. Tu n'as jamais su te faire aimer. Tu fais peur aux hommes avec ton intelligence et ta froideur. C'est pour ça que tu es seule. C'est pour ça qu'on donne la maison à Élodie. Parce qu'il y aura de la vie dedans, des rires d'enfants. Avec toi, ce serait un mausolée, un musée poussiéreux. J'ai reculé d'un pas, comme si elle m'avait giflé physiquement. Elle attaquait ma féminité, ma valeur en tant qu'être humain, juste parce que je n'avais pas suivi le schéma traditionnel. Elle me reprochait d'être ce qu'il m'avait forcé à devenir, indépendante et solitaire. Tu es monstrueuse, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Comment une mère peut dire ça à sa fille? Non, c'est toi qui es monstrueuse, a crié Élodie, voyant qu'elle avait le dessus et que ses parents la soutenaient inconditionnellement. Tu es riche, tu as de l'argent plein tes comptes et tu refuses de m'aider pour l'école de Léo. Tu veux que mon fils finisse dans le public avec des racailles? Tu es une tata indigne. Si tu ne signes pas les papiers pour la maison et si tu ne me donnes pas les 10 000 euros pour l'avocat, ne reviens plus jamais ici. On ne veut plus de toi. Mon père a croisé les bras, le regard dur, impitoyable. Tu as entendu ta sœur. Soit tu aides la famille maintenant, soit tu n'en fais plus partie. On a besoin de solidarité financière, pas d'égoïsme. Si tu franchis cette porte sans faire le chèque, c'est fini. Tu n'es plus ma fille. J'ai regardé ces trois personnes. Les visages tordus par la haine et l'avidité. J'ai réalisé qu'il n'y avait plus rien à sauver. Aucune reliure, aucune colle, aucun fil ne pouvait réparer ce livre-là. Il était pourri de l'intérieur. Il fallait le brûler. Très bien, ai-je dit calmement, d'une voix blanche. Je m'en vais. Et je ne reviendrai pas. Je suis sortie sous la pluie battante. J'ai roulé jusqu'à Strasbourg dans un état second, les essuie-glaces battant la mesure de ma détresse. Je suis arrivée à mon atelier, je me suis mise au travail pour essayer d'oublier, pour transformer cette douleur en quelque chose de tangible. Et puis, à 21h, le SMS est arrivé. Celui que je vous ai lu au début. La confirmation écrite de tout ce qu'il m'avait dit. L'ultimatum final. Ne reviens jamais. C'est fini. J'ai répondu, reçu. Et c'est là que j'ai appuyé sur le bouton nucléaire. Après avoir posé mon téléphone, je n'ai pas perdu une seconde. Il voulait que je disparaisse? J'allais disparaître. Mais j'allais emporter mon argent avec moi. Ils avaient oublié un détail crucial, c'était moi qui finançais leur train de vie. Sans moi, leur château de cartes ne tenait pas debout. Je me suis assise devant mon ordinateur portable, éclairé par la seule lumière de l'écran. J'ai ouvert mes comptes bancaires. Mes doigts volaient sur le clavier. Première étape, le virement permanent. J'ai localisé la ligne, virement mensuel par an, aide à domicile, 800 €. J'ai cliqué sur « Supprimer ». Une fenêtre de confirmation est apparue, êtes-vous sûr? Oui. Confirmé. C'était 9 600 € par an qu'il ne verrait plus. Fini l'argent de poche pour les caprices d'Élodie, fini les bons vins pour mon père. Deuxième étape, la carte bleue. Il y a 3 ans, j'avais ouvert une carte de crédit secondaire rattachée à mon compte pour ma mère. C'était censé être pour les urgences médicales et les courses alimentaires. Mais en regardant le relevé récent, j'ai vu la vérité, Sephora, Tara, Netflix Premium, Uber Eats, un abonnement à une salle de sport où personne n'allait. C'était Élodie qui l'utilisait. Ma mère lui avait donné la carte. J'ai cliqué sur l'option « Faire opposition », carte volée ou perdue. La banque a confirmé, la carte est bloquée immédiatement. La prochaine fois qu'Élodie essaierait de payer son maquillage ou son dîner, ça ferait « bip, refusé ». J'imaginais déjà sa tête à la caisse. Troisième étape, le toit. C'était le plus gros morceau, l'arme fatale. Mes parents faisaient refaire la toiture de la maison de Colmar, classée monument historique. Un chantier complexe à 45 000 €. C'est moi qui avais signé le devis et versé l'acompte de 15 000 €, car l'entrepreneur, M. Bauer,
me connaissait professionnellement et me faisait confiance. Mes parents n'avaient pas la solvabilité pour un tel crédit. Le chantier était en cours, la toiture était à moitié découverte, protégée par des bâches provisoires. J'ai envoyé un mail formel à Monsieur Bauer, avec copie par SMS pour être sûr qu'il le voit ce soir. Bonsoir Monsieur Bauer. Suite à un conflit familial majeur et à ma rupture financière définitive avec mes parents, je vous informe que je ne suis plus garante du chantier de la rue des Vignes. Je cesse tout paiement futur. Veuillez stopper les travaux immédiatement pour ne pas engager de frais que je ne couvrirai pas. Veuillez envoyer la facture de clôture à mes parents, Monsieur et Madame Gustave, qui sont les propriétaires légaux. Je suis désolé pour ce désagrément. Je savais exactement ce que cela signifiait. Monsieur Bauer était un homme prudent. Il n'allait pas travailler gratuitement. Il allait plier bagages dès le lendemain matin à la première heure, laissant le toit ouvert. Et la météo annonçait des orages violents pour la fin de semaine. 4e étape, l'opérateur téléphonique. Le forfait mobile, famille illimitée, de tout le monde, y compris l'iPhone dernier cri d'Élodie, était à mon nom depuis 10 ans pour bénéficier d'un tarif groupe. Résilier les lignes secondaires. Ils auraient encore du service pendant quelques jours, le temps que la procédure passe, puis, coupure totale. Plus d'Instagram pour Élodie. Plus d'appels pour se plaindre pour ma mère. J'ai tout fermé. J'ai tout coupé. C'était chirurgical. Précis. Sans pitié. Comme une incision au scalpel pour retirer une tumeur gangreneuse. J'ai versé un verre de Gewürztraminer vendange tardive, un vin doux et puissant, je me suis assise dans mon vieux fauteuil en cuir, et j'ai attendu. Je savais que la réaction ne tarderait pas. Ils allaient s'apercevoir que le robinet était fermé. Il ne s'est pas passé 3 heures. Vers 23h30, Élodie a dû essayer d'acheter quelque chose en ligne. Peut-être ces chaussures de marque qu'elle m'avait montrées la semaine d'avant avec envie. Mon téléphone s'est allumé dans le noir. Message d'Élodie, et... Ça marche pas la carte de maman. T'as touché à quelque chose? Rép tout de suite. C'est urgent. J'ai ignoré. J'ai bu une gorgée de vin, savourant le silence. 10 minutes plus tard, un autre message, plus agressif. Élodie, connasse. Le paiement est refusé partout. C'est quoi ton problème? Réactive la carte tout de suite. J'ai besoin de commander les médocs pour Léo, mensonge, je savais que la pharmacie était fermée à cette heure-ci. Tu mets la santé de ton neveu en danger. J'ai souri. Elle utilisait encore son fils comme bouclier humain. C'était sa tactique préférée. Minuit. Le téléphone a commencé à sonner. C'était le numéro fixe de la maison. Mon père. J'ai laissé sonner. La sonnerie résonnait dans l'atelier vide. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Message vocal. J'ai écouté le message. La voix de mon père était méconnaissable, étranglée par la rage et la panique. Soline. Bauer vient de m'appeler. Il a vu ton mail. Il dit qu'il ne vient pas demain et qu'il démonte l'échafaudage si on ne paye pas la suite. Il va pleuvoir, bordel de merde. Tu veux qu'on soit inondé? Tu veux détruire la maison? Tu es devenue folle? Rappelle-moi immédiatement où je viens te chercher à Strasbourg et je te tire par les cheveux jusqu'ici. La menace physique. C'était nouveau. Il ne m'avait jamais frappé, mais la violence verbale franchissait un cap. Puis, ma mère. Des SMS en rafale, comme des tirs de mitraillette. Tu ne peux pas nous faire ça. On est ta famille. Tu nous dois le respect. Tu nous punis. C'est ça? Tu es une petite fille méchante et rancunière. Réponds. Ton père fait de l'hypertension. Il est tout rouge. S'il fait une crise cardiaque ce soir, ce sera ta faute. Meurtrière. Tu auras sa mort sur la conscience. C'était une symphonie de panique. Il passait de la menace à la culpabilisation, puis à l'insulte, en quelques secondes. Il réalisait soudainement, brutalement, que sans la fille sèche, égoïste et inutile, leur monde s'écroulait. Il réalisait qu'ils avaient scié la branche sur laquelle ils étaient assis. J'ai regardé l'écran défiler. C'était fascinant et terrifiant.
Pas une seule fois ils n'ont dit « pardon ». Pas une seule fois ils n'ont dit « on t'a blessé, on est allé trop loin ». Non. Ils étaient juste furieux que le distributeur de billets soit en panne. Ils étaient furieux de perdre leur contrôle sur moi. J'ai pris une capture d'écran de chaque menace. Surtout celle de mon père sur le fait de me tirer par les cheveux, et celle de ma mère me traitant de meurtrière. Ça pourrait servir plus tard. Puis, j'ai envoyé un dernier message groupé à eux trois, pour clore le débat. Vous m'avez dit par écrit, c'est fini. Ne reviens plus. J'ai respecté votre volonté à la lettre. Je ne suis plus votre banque, ni votre assureur, ni votre maître d'œuvre. Vous avez choisi Élodie pour gérer la maison? Alors qu'elle gère le toit. Débrouillez-vous avec vos choix. Si vous me menacez encore ou si vous venez chez moi, j'appelle la police. Adieu. J'ai éteint mon téléphone complètement. J'ai fini mon verre. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil profond, sans culpabilité, bercé par le bruit de la pluie qui, je le savais, commençait déjà à tomber sur Colmar. La semaine qui a suivi a été un désastre absolu pour eux, une véritable descente aux enfers, et je l'ai appris par bribes, grâce à Claire, la notaire, et à Monsieur Bauer qui m'a rappelé pour s'excuser d'avoir été au milieu de ça, mais qu'il ne pouvait pas travailler à perte. Le lendemain matin, comme prévu, Monsieur Bauer a retiré ses équipes et son matériel. Il a laissé le toit bâché sommairement, juste assez pour dire qu'il n'avait pas abandonné le chantier sauvagement, mais pas assez pour tenir longtemps. 2 jours plus tard, un orage violent a frappé l'Alsace. L'eau s'est accumulée dans les bâches, qui ont fini par céder sous le poids. L'eau s'est infiltrée partout. Elle a coulé dans le grenier, imbibant l'isolation, puis elle a traversé le plancher pour inonder les chambres du premier étage. Le fameux dressing d'Élodie, rempli de ses vêtements volés, a été inondé. L'eau sale a ruiné ses sacs à main, ses chaussures. Les murs de plâtre se sont gorgés d'eau, les papiers peints se sont décollés. Les dégâts étaient estimés à des dizaines de milliers d'euros. Et le coup de grâce? L'assurance habitation a refusé de couvrir les dégâts. Pourquoi? Parce que l'arrêt du chantier était dû à un défaut de paiement volontaire et à une rupture de contrat. C'était considéré comme une négligence du propriétaire. Ils devaient tout payer de leur poche. Poche qui était vide. Sans mes 800 € et sans la carte de crédit, le frigo s'est vidé. Élodie a piqué une crise de nerfs car elle ne pouvait plus commander ses repas livrés sushi ou burgers. Ma mère a dû aller faire les courses chez Lidl, ce qu'elle considérait comme une déchéance sociale. Mais le pire est arrivé avec les créanciers d'Élodie. Apparemment, elle avait emprunté de l'argent à des gens peu recommandables pour maintenir son train de vie après que Cédric lui a coupé les vivres. Elle comptait sur mes 10 000 €, ceux de l'avocat, pour les rembourser et les faire taire. Comme je n'ai pas payé, les « amis » sont venus réclamer leur dû. Un matin, mes parents ont trouvé la façade de leur belle maison historique taguée à la peinture rouge sang, PY ou ON brûle. La honte. Dans une petite ville bourgeoise et potinière comme Colmar, c'était la mort sociale. Les voisins s'arrêtaient pour regarder, prenaient des photos. La rumeur courait que la famille Gustave était ruinée, qu'il fréquentait des voyous. Poussés à bout, terrifiés, humiliés et ruinés, ils ont commis l'erreur fatale. Au lieu de se remettre en question, ils ont décidé que tout était de ma faute. Ils ont décidé de venir me confronter physiquement à mon atelier pour me forcer à payer. C'était un jeudi après-midi. J'avais un client important, le conservateur en chef de la Bibliothèque nationale de Strasbourg, qui venait récupérer un manuscrit médiéval que j'avais passé 6 mois à restaurer. Nous discutions calmement dans mon bureau vitré qui donne sur la rue, examinant les détails de la dorure. Soudain, j'ai vu la voiture de mon père se garer en double file, manquant de renverser un cycliste. Ils sont sortis tous les trois, comme une armée en déroute. Mon père rouge de colère, les veines du cou saillantes, ma mère échevelée et pleurante, Élodie avec ses lunettes de soleil géantes pour cacher ses yeux bouffis. Ils ont traversé la rue et ont commencé à tambouriner violemment à la porte vitrée de l'atelier, qui était verrouillée. « Ouvre! Ouvre, petite garce !» hurlait mon père, frappant le verre avec ses poings. « Tu vas nous payer. Tu vas payer pour le toit. » Mon client a sursauté, effrayé. « Mon Dieu, Soline, qui sont ces gens? Doit-on appeler de l'aide ?
J'ai pris une grande inspiration. J'étais calme. Étrangement calme. Ce sont ma famille, monsieur. Veuillez m'excuser pour ce spectacle. Je vais gérer ça. Je n'ai pas ouvert. J'ai verrouillé la seconde serrure de l'intérieur. Élodie donnait des coups de pied dans le bas de la porte. Tu nous dois cet argent. C'est l'argent de la famille. Maman est malade à cause de toi. Tu es une voleuse. Les passants s'arrêtaient. Des touristes filmaient la scène. C'était un spectacle pathétique. Ils étaient en train de détruire le peu de réputation qui leur restait, en public. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17. Police secours. J'ai 3 individus qui tentent de forcer l'entrée de mon commerce et qui profèrent des menaces physiques et de mort. Oui, rue du Bain aux Plantes. Je suis en danger. Venez vite. Quand la voiture de police est arrivée 3 minutes plus tard, gyrophares allumés, mon père a essayé de jouer de son autorité patriarcale. Je suis son père. J'ai le droit de lui parler. Elle nous vole. Elle a détourné l'héritage. Les policiers, voyant son agressivité et les coups sur la vitrine, n'ont rien voulu savoir. Ils les ont menottés et embarqués pour trouble à l'ordre public et tentative d'effraction. J'ai dû aller au commissariat pour déposer plainte. Et c'est là que tout s'est terminé. L'atmosphère au commissariat était lourde, sentant le café froid et la sueur. Mes parents et Élodie étaient assis sur un banc métallique, surveillés par un agent. Quand je suis entrée, ils m'ont foudroyé du regard, mais ils n'ont pas osé crier. Le policier qui a pris ma déposition était un homme d'une 50aine d'années, le visage marqué mais le regard juste. Ils prétendent que vous les avez escroqués, madame, a-t-il dit en tapant sur son clavier. Que vous avez promis contractuellement de payer pour leur maison et que vous les avez abandonnés, mettant leur vie en danger. Votre père parle d'abus de faiblesse. J'ai sorti mon dossier. J'avais tout imprimé. Les relevés bancaires de Cédric montrant les vols d'Élodie. Les virements que j'avais faits pendant 15 ans, total, plus de 150 000 €. Et surtout, les messages de menaces et le fameux SMS de ma mère. J'ai posé le SMS imprimé sur le bureau. Lisez ça, ai-je dit au policier. C'est ma mère qui m'a écrit il y a une semaine, c'est fini. Ne reviens plus. Tu n'es plus ma fille. J'ai obéi. Ils me harcèlent parce que j'ai cessé de leur donner de l'argent après avoir été renié. C'est de l'extorsion, monsieur l'agent. Le policier a lu le message. Il a froncé les sourcils, choqué par la violence des mots. Puis il a regardé les relevés bancaires d'Élodie que j'avais joints. Il s'est levé, a pris le dossier et est allé vers mes parents. Monsieur, madame. J'ai vu les preuves. Votre fille Soline ne vous doit rien. Légalement, elle a le droit de couper les ponts suite à vos injures. Par contre, ce que je vois ici. Il a agité les relevés de Cédric, c'est que votre autre fille, Élodie, a des mouvements financiers très suspects qui pourraient intéresser la brigade financière. Et vos menaces de mort par SMS envers Soline, c'est du pénal. Vous risquez de la prison avec sursis et une forte amende. Ma mère a balbutié, le visage gris, mais... Élodie a besoin d'aide. Soline est riche, c'est injuste. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. C'était la première fois que je la voyais aussi petite, aussi pathétique, dépouillée de son arrogance. Maman, ai-je dit d'une voix claire qui a résonné dans le hall. Tu as dit que j'étais sèche. Que je finirais seule. Mais regarde-toi. Tu es là, dans un commissariat, menottée, à défendre une menteuse qui t'a volé autant qu'elle m'a volé. Élodie ne t'aime pas. Elle aime ton argent. Et maintenant qu'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'elle va faire? Qui va payer pour toi maintenant? Élodie s'est mise à pleurer, mais c'était des larmes de crocodile, des larmes de rage d'avoir été démasquée. C'est pas vrai? Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Ça suffit, a tranché le policier. Madame Soline porte plainte pour harcèlement, menace et tentative d'extorsion. Je vais émettre une ordonnance d'éloignement immédiate. Si vous l'approchez encore, si vous lui envoyez un seul SMS, c'est la garde à vue directe. Compris? Mon père a baissé la tête. Ses épaules se sont raffaissées. Il a compris qu'il avait perdu.
Il avait tout misé sur le mauvais cheval, et maintenant, le cheval était boiteux et l'écurie brûlait. En sortant du commissariat, je ne me suis pas retournée. Je les ai laissés là, avec leur honte, leurs mensonges et leur ruine. Je suis sortie dans l'air frais du soir. Je me sentais légère. D'une légèreté ivre. J'avais perdu ma famille, mais je m'étais retrouvée moi-même. 6 mois ont passé depuis cette nuit-là. Le temps a fait son œuvre, cicatrisant les plaies, même si les marques restent. Les nouvelles me parviennent de loin, comme des échos étouffés d'une autre vie. La maison de Colmar, ce joyau familial, a été mise en vente en urgence pour payer les dettes et les dégâts des eaux. Elle a été vendue bien en dessous de sa valeur marchande, achetée par un promoteur immobilier qui va la découper en appartements. Mes parents ont perdu leur statut social, ce qui, pour mon père, est une punition pire que la mort. Ils vivent maintenant dans un petit appartement de location en banlieue de Mulhouse, loin de leurs amis bourgeois qui leur ont tourné le dos après le scandale. Élodie ? Dès qu'il n'y a plus d'argent à gratter, dès que la maison a été vendue pour éponger les dettes, elle est partie. Sa dépression a miraculeusement disparu quand elle a rencontré un homme riche sur Internet. Elle a laissé son fils Léo à mes parents, je ne peux pas m'en occuper, je dois me reconstruire, a-t-elle dit sans honte, et elle a suivi ce nouveau gars dans le sud de la France. Mes parents élèvent maintenant un enfant de 5 ans avec leur maigre retraite, réalisant trop tard, bien trop tard, qu'ils ont sacrifié la fille qui les aimait et les soutenait pour celle qui les utilisait comme des mouchoirs jetables. Quant à moi, je suis toujours dans mon atelier à Strasbourg. Mais quelque chose a fondamentalement changé. L'air y est plus léger, plus respirable. J'ai utilisé l'argent que je ne leur donne plus, ces fameux 800 € et les prêts pour agrandir mon espace et acheter des équipements de pointe. J'ai embauché une apprentie, une jeune fille passionnée et timide qui me rappelle moi au même âge. Je la traite avec le respect, la patience et l'encouragement que je n'ai jamais eus. Je lui apprends que sa valeur ne réside pas dans ce qu'elle donne aux autres, mais dans son talent et son cœur. Je ne suis pas morte seule, comme ma mère l'avait prédit. J'ai adopté un chien, un grand golden retriever nommé Balzac, qui dort à mes pieds pendant que je travaille et qui m'offre un amour inconditionnel. J'ai des amis sincères, une famille de cœur que j'ai choisie. J'ai renoué avec Cédric, non pas amoureusement, mais amicalement. Il a enfin récupéré la garde partagée de Léo, et je vois mon neveu régulièrement, sans la présence toxique de ma sœur. Parfois, le soir, quand la pluie bat contre les vitres, je regarde mon téléphone. Il n'y a plus de messages de haine. Plus de demandes d'argent culpabilisantes. Juste le silence paisible de ma liberté. Ce silence n'est pas de la solitude. C'est de la paix. J'ai appris une leçon brutale mais nécessaire, que je veux partager avec vous. Le sang ne fait pas la famille. Le respect, l'amour, la bienveillance et la réciprocité font la famille. Si les gens qui sont censés vous aimer vous traitent comme une ressource inépuisable, comme un objet ou une banque, tout en vous méprisant pour ce que vous êtes, coupez le cordon. N'ayez pas peur d'être le méchant dans leur histoire. Soyez le héros de la vôtre. Ne répondez pas à leurs insultes. Ne justifiez pas vos choix. Répondez juste « reçu ». Et fermez la porte à double tour. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné la force, si vous êtes dans une situation similaire, de poser vos limites et de dire stop. Personne ne mérite d'être humilié par ce qui l'aide. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » et partagez-la pour qu'elle atteigne ceux qui ont besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre valeur ne dépend pas de ce que vous donnez aux autres, mais de ce que vous êtes. À bientôt.